Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV au sommaire de notre émission aujourd'hui. Après la reconnaissance de la Palestine par la France, comment le monde arabe réagit-il? Éclairage et analyse d'Antoine Bazbou, spécialiste du monde arabe, dans un instant. Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'agresseur présumé de Claire Géronimi, un viol commis il y a 2 ans qui a relancé le débat sur la non-exécution de quitter le territoire français, les OQTF. Timothée Delem était ce matin sur place pour l'ouverture du procès. Et pour terminer cette émission, on s'intéressera à l'histoire de la police avec un historien, Jean-Marc Berlière. Vient de sortir un dictionnaire. Il revient sur les origines, les appellations, les missions de la police, mais aussi sur le jargon et les personnages de fiction qui ont incarné l'ordre sur le petit et le grand écran. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Antoine Bazbou. Bonjour madame. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau du Figaro TV. Vous êtes politologue associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Alors justement, parlons des pays arabes. L'État de la Palestine a été reconnu officiellement par la France et par d'autres pays. C'était par la bouche d'Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies. Comment les pays arabes ont-ils accueilli cette reconnaissance officielle ? Les pays arabes l'ont accueilli avec bonheur, avec plaisir, mais avec inquiétude aussi, parce que c'est une victoire brillante sur le plan diplomatique. Oui. Mais quel lendemain? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que ça a changé déjà au sort des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie et quel sera l'avenir proche et lointain? Donc c'est une belle proclamation, c'est une belle victoire diplomatique, mais ils s'inquiètent de la réalité de cette reconnaissance. Qu'est-ce qui les inquiète le plus? C'est le peuple palestinien, c'est ça? Disons que, est-ce que cette proclamation, cette reconnaissance de 80% des États du monde de l'État palestinien, est-ce que cette reconnaissance a-t-elle arrêté ou stoppé l'offensive à Gaza? Nous sommes à 2 semaines du 7 octobre, du massacre du 7 octobre, et je vois personnellement que là, il y a une déportation massive des Palestiniens que ni Trump, ni l'ONU, ni la reconnaissance ne va arrêter. Les Palestiniens sont poussés vers le Sinaï, vers l'Égypte, et probablement ils vont être poussés déjà après ça dans le Sinaï. Que deviendra à ce moment-là l'accord de Camp David, le traité de 79, qui a fondé la première paix israélo-arabe avec le pays le plus important, le plus nombreux, qui est l'Égypte. Effectivement. Donc c'est une première question. Deuxième question, il y a beaucoup de ministres messianiques comme Ben Gvir et Smotrich en Israël, israélien, qui veulent annexer la Cisjordanie, ou tout au moins une partie. Or, là, il y a eu un coup de frein qui a été donné, un avertissement de la part des Émirats arabes unis, qui sont un peu le parrain des accords d'Abraham, le moteur de ces accords, et de l'Arabie saoudite également, en disant, si vous le faites, on ne pourra plus rester en l'état. Et donc, voilà, les pays arabes sont inquiets, les pays arabes sont sur la défensive, ils sont, après la frappe surtout, on va y revenir bien sûr, Doha, au Qatar, début septembre. Nous avons vu que l'Arabie tout de suite a signé un accord de défense avec le Pakistan. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est très intéressant ça, cet accord de défense avec le Pakistan. Ça veut dire l'Arabie saoudite est très liée quand même et s'entend bien avec Donald Trump et les États-Unis. Ça a un sens, ce pacte de défense? Oui, c'est très important. Ça veut dire que d'abord, les Saoudiens se sont sentis trahis. Ce n'est pas pour la première fois, c'est une énième fois. Trahis par qui? Par les États-Unis? Par les États-Unis et par M. Trump, qu'il pensait être un allié. Rappelez-vous, en 2019, quand l'Iran a frappé à travers les Houthis l'Aramco et neutralisé ses capacités d'exportation, à l'époque, Trump et MBS, le prince héritier, étaient extrêmement liés. Et l'Arabie pensait que les États-Unis vont répliquer, vont protéger l'Arabie. Rien n'a été fait. Quelques mois plus tard, c'est un drone le plus sophistiqué de l'armée américaine qui a été abattu
par l'Iran. Et alors là, ils se sont dit, Trump n'a pas défendu l'Arabie, mais il va défendre l'honneur de son armée, de son pays, et pas comme Obama, qui avait laissé les Marines pris en otage par les Pasdaran sans réagir. Et rien ne s'est passé. Et donc là, récemment, le Qatar a été frappé. Ça a stupéfié les pays du Golfe. Hein. À 30 km de la base américaine la plus importante en dehors des États-Unis, la base de Udeid au Qatar, avec une complicité américaine. Donc, c'était incompatible avec la confiance qu'il pourrait avoir dans un président américain qu'il venait de recevoir. Et même le Qatar lui avait offert un 747. Vous évoquez le fameux voyage au mois de mai, hein, une tournée triomphale, hein, si on peut dire. Il était très bien accueilli. Donald Trump dans les pays du Golfe. Effectivement, le Qatar, hein, si ma mémoire est bonne, lui a offert un avion... 747. Un 747. Oui, le voyage a commencé par... Riyad, donc la capitale de l'Arabie, et puis le Qatar et les Émirats arabes unis. Bref, il y avait des dizaines, des centaines de milliards qui étaient promis d'investissement aux États-Unis. Et voilà que Trump les a laissés tomber. Donc, de ce fait, les pays arabes du Golfe ont peur de Trump, mais ils ne lui font plus confiance. Et ceci s'est traduit comment? C'est traduit par le fait que l'Arabie, qui a financé largement le programme nucléaire pakistanais, a signé un accord de défense 10 jours après la frappe à Doha. Et cet accord de défense engage le Pakistan à considérer que toute attaque contre l'Arabie est également une attaque contre le Pakistan. Donc, le nucléaire peut être envisagé, même si on n'est pas dans cette perspective aujourd'hui. Mais c'est un vrai signal envoyé à Donald Trump en disant on peut aussi s'allier avec d'autres que vous pour... Surtout, on ne vous fait pas confiance, vous n'êtes pas un allié fiable et vous pouvez du jour au lendemain nous planter des couteaux dans le dos. Et que c'est le cas de tous les pays dans le Golfe. Et donc, pour reconstituer la confiance entre ces pays qui ont promis des milliards, des centaines de milliards d'investissements aux États-Unis, aujourd'hui, ils en reviennent, ils sont inquiets, ils cherchent d'autres alliés, d'autres protecteurs. Alors j'ai noté et j'ai écouté, comme vous, hier, Donald Trump à la tribune des Nations Unies. Il a parlé des pays du Golfe assez vite dans son discours. Il en a parlé comme les États-Unis ayant avec les pays du Golfe des relations, je cite, privilégiées, des pays plus proches que jamais des États-Unis. C'était des petits messages affectueux, c'est ça, envoyés aux pays du Golfe? Il préparait la réunion qu'il allait avoir quelques heures plus tard avec les dirigeants du Golfe qui se sont déplacés à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU et pour un peu compenser sa complicité dans la frappe de Doha. Mais il me semble qu'il n'a pas été content, Donald Trump, que les Israéliens, que le gouvernement israélien tape Doha. D'abord, ces avions sont américains, les bombes sont américaines, les satellites américains ont découvert le décollage des avions, les radars de la base de Udeid ont vu ce qui se passait. Et donc, au lieu d'arrêter Netanyahou, ils pensaient que cette fois-ci, ça sera un succès comme les autres et que le Hamas allait être décapité. Et donc, si c'était le cas, on n'aurait pas parlé de la frappe ratée, on aurait parlé de la décapitation des dirigeants du Hamas. C'était effectivement le but, de décapiter le Hamas politique. Or, oui, décapiter le Hamas politique et en même temps tuer la négociation sur Gaza, parce que Netanyahou est décidé à punir, à anéantir ceux par qui les frappes sont arrivées le 7 octobre, et donc il n'a pas envie aujourd'hui de négocier quoi que ce soit. Il veut en finir avec les Gazaouis, et il a une date, un terme le 7 octobre. Il voudrait pouvoir... à cette triste date, apporter des succès militaires. Les pays du Golfe, vous me dites, sont inquiets de ce qui se passe à Gaza, de cette fuite en avant de Netanyahou. Ils veulent peser sur Donald Trump pour que celui-ci freine le Premier ministre israélien. Est-ce qu'ils en ont les capacités, les moyens, les pays du Golfe? Ils ont tout au moins l'intention. La seule réalisation du premier mandat de Trump, c'était les accords d'Abraham sur le plan diplomatique. Or, ces accords d'Abraham sont en danger.
peuvent être dénoncés ou gelés tout au moins. Et de ce fait, le message des pays arabes est celui-ci: si vous ne faites rien, si vous ne retenez pas la main de Netanyahou, eh bien, tous les succès, toutes les avancées vers la paix avec Israël, de plusieurs pays arabes les plus importants, les plus riches, eh bien, ça va tomber à l'eau et vous allez avoir un échec diplomatique majeur. Mais M. Netanyahou et son entourage peuvent chuchoter dans l'oreille de M. Trump et le convertir à leur point de vue. Rappelez-vous la Riviera de Gaza. J'allais y venir. C'est une association entre ceux qui détruisent, qui déblayent, et ceux qui ont un projet d'y implanter des gratte-ciel et des plages et un complexe balnéaire. Et un projet immobilier, justement, cette Riviera Gaza, cette Riviera du Proche-Orient, on sait où ça en est, ce projet Avant d'en arriver là, ce à quoi nous assistons depuis 2 ans maintenant, c'est la destruction systématique des infrastructures à Gaza, de sorte qu'il n'y ait plus moyen que les gens y vivent. Donc il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de routes. Tout le bâti, regardez, les grands immeubles de Gaza ont été détruits les uns après les autres et les gens sont poussés vers le Sinaï, vers l'Égypte. Donc voilà, une fois cette action terminée, on peut à ce moment-là parler de Riviera, mais c'est un peu une vue de l'esprit. On est loin du droit international. On est dans une jungle, quelque part, que le plus fort dicte sa loi et soumette les autres. Il n'y a pas de droit international dans toutes ces perspectives. Qui est l'homme fort des pays du Golfe? Est-ce que c'est le prince héritier? Je rappelle que lorsque le sommet présidé par la France était co-présidé par ailleurs avec l'Arabie Saoudite, il me semble que le prince héritier devait venir à la tribune de New York. Finalement, il me semble que c'est le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi le prince héritier n'était pas là? Est-ce que c'est lui l'homme fort du Moyen-Orient? Est-ce que c'est lui qui peut murmurer à l'oreille de Donald Trump pour freiner le Premier ministre israélien? Je crois qu'il a murmuré, mais que ça n'a pas porté ses fruits parce que Netanyahou est beaucoup plus proche de Trump et en tout cas son gendre, le gendre de M. Trump, M. Kushner, est le porte-parole de Netanyahou. Donc il est MBS, le prince héritier saoudien, et il est proche, le plus proche peut-être de Trump parmi les pays du Golfe, mais beaucoup moins proche que ne l'est Netanyahou. S'il n'est pas allé à l'ONU pour plaider, pour défendre cette reconnaissance, alors qu'il est coparrain comme la France de ce projet, il y a une raison officielle, c'est que son père est souffrant, il a plus de 85 ans, et je crois que la réalité, c'est que plutôt, il n'a pas envie de se fâcher totalement avec Trump, de se heurter à Trump frontalement. Donc, il a évité... Donc, l'excuse de la maladie de son père, même si elle est réelle, l'a servi à... Oui, même en juin dernier, la reconnaissance était programmée en juin et il ne comptait pas y aller. Il aurait pu même, depuis Riyad, faire une vidéo, en quelque sorte, s'adresser par vidéoconférence à l'ONU. Il ne l'a pas fait. Donc je pense qu'il voulait éviter un tête-à-tête frontal, c'est ça? De heurter Trump de façon frontale. Donc il a voulu... L'objet est d'y arriver, mais sans choquer, sans heurter M. Trump. Est-ce que l'Arabie Saoudite et le gouvernement israélien se parlent? Quelle relation ont-ils? Ils se sont beaucoup parlé. Ils avaient beaucoup avancé sur le chemin d'une paix. 10 jours avant le 7 octobre, le prince héritier avait donné une interview à Fox News dans laquelle il disait « Nous avançons sur le chemin de la paix, de la reconnaissance, ainsi de suite », et que le Hamas et l'Iran derrière ont fait avorter cette poussée vers la paix entre le plus important des pays islamiques, puisque c'est là où se trouvent la Mecque et Médine, les lieux saints. Les grands lieux de pèlerinage. Et c'est le plus gros, le plus important pays du Golfe,
et Israël. Donc voilà, c'est l'Iran et le Hamas qui ont fait avorter cette perspective. Et maintenant, vu ce qui se passe à Gaza, vu la violence de la réaction israélienne, l'opinion publique des pays arabes ne peut plus aujourd'hui suivre les gouvernements dans une perspective de paix. Parce que ici en France... C'est inaudible en fait, c'est ça? Aujourd'hui en France, on ne voit pas ce qui se passe à Gaza parce que les télévisions dissimulent, cachent, n'émettent pas. C'est surtout parce que la presse ne rentre pas sur le territoire. Ils peuvent reprendre des images en direct d'autres télévisions, ça se fait. En revanche, les téléspectateurs arabes voient en direct, en live, tout ce qui se passe à Gaza. C'est une déportation qui peut rappeler les pires déportations des histoires du XXe siècle. Et donc, du coup, ils sont émus et ils voient l'impuissance de leur pays et l'impuissance, l'inaction des alliés en Occident, notamment. Et donc, il est difficile aujourd'hui de soutenir une démarche de paix avec Israël sous les bombes et avec la déportation. Parce que c'est la colère monte ou existe déjà, est très forte, c'est ça, dans ce qu'on appelle l'opinion publique arabe? L'émotion, la colère, le traitement inhumain de ces gens qui sont poussés. Parce que, voyez-vous, en France, on n'a pas le droit de traiter les chiens et les chats de façon brutale. On n'a pas le droit de tuer des vaches et des veaux n'importe comment pour les faire souffrir à l'abattoir. Il faut s'y prendre correctement. Là, ce qu'on voit, sont des gens désarmés qui sont poussés vers le Sinaï de la façon la plus brutale, la plus violente. Et donc ça, on ne le voit pas en Occident, alors que les pays arabes le voient tous les jours sur leurs écrans. Et donc ça crée un choc terrible. Lundi prochain, le Premier ministre israélien sera à Washington. Il va rencontrer le président Trump. Les dirigeants des pays arabes sont, c'est ça, actuellement à New York. Il va forcément avoir des annonces là, lundi prochain. Là. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on va guetter surtout? Quelle sera la réaction de M. Trump après sa rencontre avec M. Netanyahou? C'est ça la vraie question. Est-ce qui va avoir le dernier mot auprès de Trump? Si Trump tape du poing sur la table et il dit sous 24 heures, vous arrêtez tout, c'est une chose, comme il l'avait fait en juin dernier quand les avions israéliens volaient pour aller bombarder l'Iran et que Trump a tweeté en disant faites revenir les avions, eh bien Netanyahou s'est incliné. Alors, l'arbitre, le vrai arbitre, c'est M. Trump. Et jusque-là, il est entre les mains de M. Netanyahou. Il est associé avec lui dans la destruction de Gaza et peut-être dans le futur Riviera, et associé aussi dans l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, ce que refusent les pays arabes. Merci Antoine Basbou d'avoir été en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Je rappelle que vous êtes politologue, associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire du monde arabe. On prend la direction du tribunal de Paris où se déroule à partir d'aujourd'hui le procès de l'agresseur de Claire Géronimi. Il y a 2 ans, la jeune femme a été violée par un individu qui était dans l'obligation de quitter le territoire français, ce qu'on appelle une OQTF. Timothée Delem était sur place ce matin pour l'ouverture de ce procès qui va durer 3 jours. On est à la cour d'appel de Paris aujourd'hui où débute ce matin le procès de Claire Géronimi, cette jeune femme violée par un homme sous OQTF. C'était il y a 2 ans, violée en pleine rue à Paris, en plein centre-ville, du côté d'ailleurs du parc Monceau, le quartier chic du parc Monceau. Le procès qui s'ouvre ce matin, on va en parler. On est justement avec l'une des membres de l'association Claire Géronimi, Clotilde Lessange. Bonjour, merci d'être avec nous. On sera également avec Pierre-Marie Seff tout à l'heure de l'Institut pour la justice. C'est un procès qui rencontre un fort écho médiatique en raison de l'engagement de Claire Géronimi pour aider les victimes comme elle, de personnes, en particulier de personnes sous OQTF, mais plus généralement des femmes victimes d'agressions. C'est également un procès qui rencontre un écho médiatique en raison de l'engagement politique de Claire Géronimi. Elle est vice-présidente de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, on le précise. Bonjour Clotilde, merci d'être avec nous. Quel est le sens de votre présence aujourd'hui aux côtés de Claire Géronimi dans le cadre donc de votre association Éclat de Femmes? Tout d'abord, bonjour. Alors le sens d'être là aujourd'hui, c'est de prouver à Claire qu'elle n'est pas seule.
dans cette épreuve qui est terrible. Un viol, c'est pas commun, c'est pas ordinaire. Quand on se fait violer, on a la vie entre guillemets qui... On nous ôte quand même une partie très intime. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais on a une vie entre guillemets qui s'efface. Je pense que c'est important de montrer à Claire qu'elle est soutenue. Non seulement Claire se bat pour elle et pour Mathilde, mais elle se bat pour toutes les femmes qui n'ont pas la force non seulement de porter plainte, mais de dire et de s'avouer qu'elles ont vécu un traumatisme. Alors vous avez précisé Mathilde, effectivement, parce qu'il y a 2 victimes de cet homme qui avait violé avant Claire Géronimi ce jour-là, une autre jeune femme également 1 heure avant, un peu plus loin dans les rues de la capitale. Ce procès qui se tient 2 ans après, est-ce que c'est pas déjà quelque part un soulagement en soi, enfin, ce procès qui débute ? Je ne sais pas si je parlerai de soulagement parce que c'est toujours délicat un procès. En plus de ça, ce n'est pas un procès qui est seulement pour Claire. Comme vous l'avez mentionné, c'est un procès pour 2 victimes qui ont été victimes de la même journée à quelques heures d'écart. Donc c'est encore plus frustrant. En plus de ça, l'individu, c'est un personnage, un homme qui est sous OQTF. OQTF, on va quand même le rementionner, c'est une personne qui est censée... quitter le territoire français, qui a obligation de quitter le territoire français. Donc cette personne n'aurait pas dû être là. Donc justice doit être faite. Et on va justement revenir effectivement sur toutes ces questions tout à l'heure avec Pierre Marissef de l'Institut pour la justice. Quand on parle de calvaire pour les victimes, et c'est le sens de votre engagement au sein d'Éclat de Femmes, de les accompagner, dites-nous en plus sur tous les témoignages que vous recevez dans l'association. C'est un calvaire qui est quoi ? Qui est administratif, qui est judiciaire, qui est financier également ? Alors le calvaire, il est partout. C'est, comme on l'a mentionné, c'est traumatisant. Donc une victime, elle se sent seule. Elle se sent seule, pourquoi ? Parce qu'elle a vécu quelque chose que personne ne comprend. Ce que Claire ou Mathilde ont vécu, c'est une histoire traumatisante que beaucoup de femmes, malheureusement aujourd'hui dans la société, vivent. La question, c'est sur le calvaire justement, qui est à la fois juridique, qui est à la fois financier, qui est à la fois administratif. Lequel est-il ? Quels sont justement ces témoignages que vous recevez au sein de votre association ? Comme je disais, vu qu'elles se sentent seules, le calvaire, il est, comme on dit, administratif, dans le sens où c'est long. C'est un process qui est extrêmement long. Elles ont plein de questions, les rendez-vous avec la police, avec les avocats. Et notamment, les avocats, c'est cher, ça coûte des milliers d'euros. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un avocat. Donc beaucoup de victimes ne vont pas jusqu'à cette étape-là parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers, ce qui est bien triste dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Alors forcément, il y a des aides, mais tout le monde n'est pas apte d'avoir ces aides-là aujourd'hui. Il y a aussi tout ce qui est judiciaire. La justice n'aide pas du tout les victimes à aller jusqu'à cette étape de porter plainte. Ça freine beaucoup les victimes. Enfin, je suppose, je n'ai pas été victime, donc je ne pourrais pas parler à leur place. Mais de tous les témoignages qu'on a, de tout ce que je vois aujourd'hui dans la société, on voit que c'est extrêmement dur pour elles d'aller porter plainte, non seulement seules, parce que c'est de se dévoiler à nu. Et puis c'est atroce, c'est quelque chose qu'on leur a pris, c'est une intimité totalement volée, violée, comme on l'a mentionné. C'est difficile également de demander de l'aide. Comment est-ce que vous les accompagnez au sein de votre association, ces victimes ? Je pense que les victimes, quand elles viennent vers l'association Éclat de Femmes, elles sont entre guillemets anonymes dans un premier temps parce que personne ne sait qu'elles viennent contacter Claire. Claire propose toujours, si elles veulent être dans l'anonymat, si elles veulent rendre publique cette histoire, si elles ont besoin d'un accompagnement, que ça soit du procès, de la plainte jusqu'au procès, Claire elle accompagne toutes ces victimes. Et les victimes, les histoires sont vraiment atroces, elles peuvent être traumatisantes. Notamment, je sais qu'elle en a eu une d'une jeune fille qui a à peine 18 ans, qui est allée à un babysitting et cette jeune fille s'est fait violer. Bref, Claire, en vrai de vrai, je dirais que c'est une personne qui a beaucoup de résilience parce qu'elle parle de son histoire tous les jours alors que c'est pas facile. Elle avait une vie plus ou moins, entre guillemets, aisée. Et aujourd'hui, elle a tout lâché à cause de son histoire personnelle
de son histoire traumatisante pour se donner à 100% dans une association et aider toutes ces victimes qui ont, entre guillemets, une histoire similaire avec elle. Pour effectivement porter la voix, porter la parole justement des autres victimes. Claire Géronimi qui est en salle d'audience puisque le procès, on vous l'a dit, débute ce matin. Sur ce rôle de votre association, il y a une colère également, en tous les cas, qui a été exprimée par Claire Géronimi depuis déjà quelques mois, sur ce manque de soutien, notamment le manque de soutien de l'État. La question au fond, c'est est-ce qu'il est normal que l'on ait besoin à ce point d'une association comme de la vôtre? Est-ce que finalement, vous ne faites pas le travail que l'État devrait faire? Je dirais que oui et à la fois non. Oui, on fait le travail de l'État parce que l'injustice que Claire défend, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui n'est pas normal. C'est souvent des personnes, des individus sous OQTF, donc les personnes ne devraient pas être sur le territoire français. Après, faire le travail de la justice, ils ont tellement de travail aujourd'hui que c'est compliqué d'arriver pour eux de tout faire. Et l'administratif est tellement long. Claire, aujourd'hui, a la chance, entre guillemets, de pouvoir porter sa voix pour son procès. 2 ans après, il y en a qui, c'est beaucoup plus long. Ça peut durer jusqu'à 5 ans. Donc dire qu'on fait le travail de la justice, oui, dans le sens où on doit justifier chaque fait, ce qui est compliqué. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous accomplissez un travail considérable dans cet accompagnement. Vous en avez reçu des dizaines, des centaines depuis déjà quelques années. Est-ce que vous avez espoir malgré tout que les choses changent à terme et que les personnes puissent se sentir plus en sécurité déjà dans la rue et puis qu'on puisse, encore une fois, faire ce qu'il faut pour accompagner davantage ces victimes? Alors, l'insécurité, malheureusement, c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes et aussi des hommes. Mais je sais que, selon moi, le chiffre, en 2024, plus de 80 000 femmes se sont fait violer. C'est un chiffre qui est quand même assez important. L'insécurité, on le ressent toutes. Que ce soit à Paris ou partout dans la France. Ça, c'est un sujet qui est vraiment très important. Après, en termes de justice, que justice soit faite. On attend à peu près 15 ans ou 20 ans de prison. Est-ce que ça sera le cas? On ne sait pas. En tout cas, la justice pour Claire, moi, c'est ce que je souhaite le plus profond de moi-même. C'est que justice soit faite et qu'elle soit entendue et que par son témoignage et par son combat, elle aide à sauver plusieurs femmes qui n'ont jamais réussi à dire à haute voix ce qu'elles pensent. Merci Clotilde Vissange, merci beaucoup. Donc militante à l'association Éclat de Femmes, association montée par Claire Géronimi suite donc à ce viol subi il y a 2 ans. Merci beaucoup. On est également avec Pierre-Marie Sèvres de l'Institut pour la Justice, toujours ici en direct depuis cette cour d'appel de Paris. Bonjour Pierre-Marie Sèvres, merci d'être avec nous, directeur de l'Institut pour la Justice. Vous accompagnez justement les victimes, notamment sur le plan juridique, et c'est le cas avec Claire Géronimi, vous l'avez beaucoup accompagnée depuis 2 ans. Quel est le sens de votre présence aujourd'hui pour l'ouverture du procès? Quel est votre message? Alors déjà, le sens est très très humain. On a bâti des liens personnels avec Claire, une personne remarquable à beaucoup de points de vue. Donc évidemment, pour nous, c'était évident de venir la soutenir du mieux qu'on pouvait, pas seulement en lui envoyant des messages, des SMS, mais en allant la voir vraiment au moment où elle en avait besoin, c'est-à-dire aujourd'hui. Je pense qu'elle doit être, et j'ai pu le constater, elle a l'air d'être dans un état très absorbé évidemment par ce qui va se passer, mais dans un état très difficile. Je pense qu'émotionnellement, ça doit être très dur de revoir le visage de son agresseur pour la première fois. Donc elle a vraiment besoin du soutien le plus possible. Donc c'est d'abord sur un plan humain, c'est important, très important pour nous d'y être. Et puis deuxièmement, c'est vrai que depuis donc, son affaire qui date de novembre 2023, on a bâti des liens aussi. Pas uniquement personnel, mais aussi dans le but de faire changer les choses, de faire bouger les choses d'un point de vue juridique et législatif. Et donc dans les mois qui ont suivi son viol, on a élaboré un projet de responsabilisation de l'État en cas de crimes commis, enfin subis par des victimes, par des personnes sous OQTF. Alors justement, très précisément, vous avez par exemple appelé à ce qu'il y ait une indemnisation pour les victimes de personnes sous OQTF. Ça n'a pas abouti. J'imagine que vous le regrettez. Est-ce que vous comprenez les raisons pour lesquelles ça n'a pas pu être voté parce qu'il faudrait une loi, donc par les députés, les sénateurs, et puis est-ce que c'est un combat que vous entendez continuer à mener?
Alors absolument. Déjà, pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti? Alors nous avions monté ce projet-là avec la députée Christelle Dintorni. C'était donc en début 2024. Et à l'époque, Christelle Dintorni faisait partie du groupe LR. Et donc c'était avec Christelle Dintorni et Olivier Marleix. Sauf qu'il y a eu une dissolution quelques semaines après nos premières rencontres avec Christelle Dintorni d'une part, puis Olivier Marleix. Le projet était déjà abouti juridiquement. On avait déjà écrit une première version de la proposition de loi. Et l'idée était de la faire passer dans une niche des Républicains. Et on avait leur accord, donc voilà, ça devait se faire. Il y a eu dissolution dans la foulée, séparation, Christelle Dintorni et Olivier Marleix ne faisaient plus partie du même groupe suite à la dissolution. Donc ça a changé pas mal de choses et voilà, on a joué un petit peu de malchance sur un plan politicien. Hein. Quelque part, on n'y pouvait pas grand-chose parce que le projet était prêt et aujourd'hui, bon, la composition de l'Assemblée fait que c'est beaucoup moins facile de faire passer ce projet de loi, donc on n'a pas eu l'occasion de faire repasser cette proposition de loi. Vous entendez continuer à mener ce combat ? Oui, alors d'abord au Parlement, effectivement, on compte reproposer à d'autres députés, mais encore une fois, la composition n'est pas simple pour faire passer ça, parce qu'il faut qu'on ait suffisamment de députés, évidemment, qui le votent, donc il faut être assez stratégique là-dessus, donc c'est pas facile, premièrement. Et puis deuxièmement, en fait, on est en train de réfléchir très sérieusement, et ça va aboutir à monter une action en responsabilité contre l'État, une action cette fois en justice, donc pas à travers la loi, mais à travers la justice, en allant voir le tribunal administratif de Paris, et en disant, avec certaines victimes, et notamment possiblement Claire, potentiellement Claire, mais on en a d'autres aussi, de victimes qui ont subi quelque chose commis par un OQTF et pour faire condamner l'État pour mettre en cause sa responsabilité pour faillite du système. Quoi. Vous entendez faire condamner l'État pour quoi? Pour inaction, pour non-protection finalement de ses ressortissants? Alors, on a déjà, nous, monté une action, vous avez certainement suivi, beaucoup de gens ont en tête l'histoire des écologistes qui avaient fait condamner l'État pour inaction climatique il y a quelques années, en 2022. Et nous avions déjà monté une action qui est toujours en cours devant, cette fois, la Cour d'appel, la Cour administrative d'appel de Paris pour inaction sécuritaire. On s'est dit que si l'État est condamné pour inaction climatique, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas condamné pour inaction sécuritaire. Vous avez espoir que ça aboutisse ? Très honnêtement, non. On a été débouté en première instance, même si on a réussi à faire dire des choses intéressantes au ministère mis en cause et à la justice. Non, mais on a été débouté en première instance, mais c'est une action très générale. Et donc là, on a fait appel. On espère, on va faire tout notre possible pour pouvoir aller vers une condamnation, mais c'est sûr que on se doute bien que, de toute façon, quand ça a été refusé en première instance, c'est bien souvent confirmé par la Cour administrative d'appel. Mais là, en revanche, on compte faire une action beaucoup plus individuelle, avec des victimes précises, et faire reconnaître un préjudice très précis. C'est ce qui avait manqué dans notre première action. Et donc là, ce qu'on aimerait faire, ce serait, oui, d'avoir des victimes, leur dire, dans tel cas, dans telle circonstance, il y a eu telle faillite, telle défaillance de l'État, et pour ça met en jeu la responsabilité de l'État, et pour ça, il doit y avoir une indemnisation. Au cœur de ce procès, il y a bien évidemment la question de la non-exécution des OQTF. C'était le cas de cet homme, donc l'agresseur présumé de Claire Géronimi, ressortissant centrafricain. Selon vous, la bataille de la justice, c'est la mère des batailles ? Oui. De toute façon, le système judiciaire, c'est bien plus qu'un système. La justice, c'est une vertu qu'on a tous en nous. Chaque être humain a une volonté, est attiré, en principe, par la justice. Donc oui, la justice doit donner l'exemple à tous les niveaux. Et puis, la justice, c'est aussi l'aboutissement de la chaîne pénale. Vous avez des policiers, qui vont travailler, des gendarmes, qui vont arrêter des délinquants. Si jamais, en fin de compte, leur travail ne sert à rien, c'est tout le sens de la chaîne pénale qui s'en va, qui s'évapore. Donc la justice, parce qu'elle arrive en bout de chaîne, parce que c'est elle qui décide finalement oui ou non est-ce que l'infraction, est-ce que le crime qui a été commis est grave, et oui ou non est-ce qu'il faut le condamner sévèrement. C'est la justice qui donne tout son sens à tout le travail des policiers, des gendarmes, mais aussi des éducateurs, de judiciaires. Et puis le sens, typiquement, on a en l'occurrence de Claire, le sens de ce qu'elle a vécu. Claire a besoin comme toutes les victimes, elle a besoin de voir reconnaître par la collectivité qu'elle a vécu quelque chose de très grave et qui doit être puni très sévèrement. Et ça passe effectivement par une sanction. Quelle sanction appelez-vous aujourd'hui ? Alors, attendez-vous, pardon.
En l'occurrence, un viol commis avec arme, sous la menace d'une arme, c'est 20 ans de prison, c'est la peine qui est encourue. On espère le maximum, on espère 20 ans de prison. Malheureusement, vous savez qu'en France, les peines maximales sont rarement prononcées, mais en l'occurrence, c'est ce qu'on espère. Et on espère aussi une interdiction du territoire, puisque c'est une sorte d'OQTF améliorée, plus exécutée que les OQTF, mais cette personne était déjà sous le coup de 3 OQTF, après 11 condamnations. Et vous savez que la justice a la possibilité de prononcer donc, ces ITF, ce qui sont ces OQTF améliorés, elle ne l'a pas fait en 11 condamnations. Or, ça aurait été largement possible. Donc nous espérons en tout cas avoir une condamnation très ferme en termes de prison, pour protéger, pour reconnaître le préjudice qui a été subi et le crime qui a été subi, mais aussi une expulsion automatique par l'ITF à l'issue. Et ça, c'est les juges qui pourront en décider. Dernière question, Pierre Marisseff, rapidement au cœur du débat, il y a également cette question des CRA, donc du placement des étrangers dans des centres de rétention administrative. Feu, le député Olivier Marlès, que vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure, avait porté une proposition devant l'Assemblée nationale pour élargir cette durée de détention, cette durée maximale de 90 à 210 jours. Proposition de loi qui avait été adoptée par les députés, qui avait été adoptée également par les sénateurs avant d'être retoquée par le Conseil constitutionnel. Et le débat revient sur le devant de la scène depuis que la mère de Philippine, une autre victime, a fustigé cette censure du Conseil constitutionnel il y a quelques jours. La droite s'est automatiquement saisie d'ailleurs de ce sujet à nouveau sur le terrain médiatique. Vous, c'est un sujet que vous portez. Quel regard portez-vous sur cette question de la durée maximale du placement des étrangers en CRA ? Alors nous, notre sujet, c'est la justice avant tout, mais effectivement, c'est indissociable. L'immigration, les flux entrants, c'est une des causes premières. Quand on a des délinquants qui rentrent, quand on ne sait pas qui rentre sur son territoire, on a forcément des criminels et des délinquants qui vont rentrer. Quand on ne contrôle pas, et c'est le cas de la France, on ne contrôle pas, il y a forcément des criminels et des délinquants. Donc c'est un moteur complètement indissociable de la montée de l'insécurité, qui est l'immigration. Donc évidemment, on s'intéresse au sujet. Pour nous, surtout quand on voit les standards européens, tous les autres pays européens ont des possibilités de rétention plus élevées que celles de la France actuellement. Et donc, la proposition Marlex visait à se rapprocher de ces standards européens, qui n'étaient même pas de les atteindre d'ailleurs. Le droit européen, qui est très restrictif à beaucoup de points de vue, il permet d'aller jusqu'à plus de 500 jours de rétention. Donc, le but était uniquement de se rapprocher des standards européens, de se rapprocher de ce que l'Union européenne préconise. Et malheureusement, le Conseil constitutionnel nous en a empêché, comme il empêche de réformer à peu près tout en ce qui concerne la justice et la sécurité. Je rappelle la loi Attal sur la justice des mineurs il y a quelques mois qui a été retoquée dans sa quasi-intégralité, la loi narcotrafic qui a été retoquée dans sa quasi-intégralité, la loi immigration, etc. etc. Donc c'est un problème majeur. Le Conseil constitutionnel doit se remettre en cause et les députés doivent le remettre en cause. Merci beaucoup. Merci Pierre Marisseff. Procès donc ici de l'agresseur présumé de Claire Géronimi, d'une autre victime également qui a débuté ce matin 9h30. 3 jours d'audience, je le rappelle, sont prévus ici à la Cour d'appel de Paris. Merci Timothée Delem, merci à Camille Jaïr qui vous accompagnait pour les images. On va se plonger maintenant dans une histoire, celle de la police française. Bonjour Jean-Marc Berlière. Bonjour. Merci d'être en direct sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes historien et vous êtes un historien spécialiste de l'histoire de la police. Vous sortez aujourd'hui même, même demain, donc c'est une avant-première, ce dictionnaire historique de la police. Quelle est l'ambition déjà de ce projet? C'est 300 notices, on va y revenir dans le détail, c'est un livre exhaustif. Exhaustif peut-être pas, tellement le sujet est vaste, mais si vous voulez, le projet, j'ai écrit des histoires de la police. Et Perrin, qui avait lancé déjà un dictionnaire, le dictionnaire Napoléon, a trouvé la formule intéressante, et moi je l'ai trouvée intéressante, même si j'ai quand même mis 4 ans à l'écrire, parce que ça permet, vous savez, de passer d'un point à l'autre. Le lecteur peut picorer en fonction de son goût, il n'y a pas une continuité. Alors, il y a forcément des répétitions, parfois. Effectivement, donc à travers 300 notices, à la fois vous revenez sur les appellations, les missions, le jargon, les personnages importants, réels de la police, les personnages fictifs de la police. Mais avant de égrener, nous aussi, tous ces sujets, l'histoire de la police, c'est une histoire qui intéresse les universitaires, ou vous êtes un peu le seul à vous intéresser à cette histoire de la police? C'est un sujet qui est... Je vais être obligé de faire un
tout petit rappel d'égo-histoire, comme on dit, c'est-à-dire que je suis d'une génération où l'université était très dominée, vous savez, par la pensée marxiste, mai 68, etc. Et la police était un objet sale, il faut bien le dire, hein, qui n'avait pas de légitimité, ni morale, ni scientifique. Ni historique. Et donc j'ai travaillé sur des archives de police, ouais. Et j'ai eu le réflexe que devrait avoir tout historien, c'est-à-dire qui écrit, à qui, pourquoi, comment ils sont formés ces gens, est-ce qu'ils ont, combien sont-ils payés, enfin je ne sais pas. Alors je suis allé plein de naïveté dans les bibliothèques de recherche ouais. Et j'ai découvert un vide historiographique. Il n'y avait rien sur la police, quelques ouvrages de policiers tout à fait honorables, hein, bien sûr. Mais pas de recherche scientifique universitaire sur le sujet de comment elle fonctionne cette police, comment elle a été créée. Oui, bien sûr, moi je m'intéressais à un personnage qui écrivait encore au porte-plume à l'époque, ce qu'il rapprochait de moi, et il s'appelait commissaire de la police spéciale des chemins de fer. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et personne n'était capable de m'expliquer. Et non seulement l'université ne s'intéressait pas à cette histoire, mais surtout, ce qui est pire, c'est que l'institution ne s'intéressait pas à son passé. Et je n'ai pas été accueilli à bras ouverts, parce qu'a priori, quelqu'un qui va travailler sur la police, on le soupçonne toujours, vous savez, de chercher des scoops ou des choses malsaines. Et j'ai eu des difficultés à avoir accès aux archives, j'ai eu des difficultés à leur faire comprendre ce que je faisais. Exemple, je cherchais des dossiers personnels de commissaires, les autres ayant été détruits. Oui. Et le responsable des archives de la préfecture de police me dit « Pourquoi c'est votre famille ?» Ah oui, Donc, il n'avait pas tout à fait compris ce qu'était le travail des historiens. Votre démarche universitaire et d'historien. Le mot police, j'ai appris, date du XVIIe siècle seulement. Oui, enfin, c'est compliqué l'étymologie. Hein. En réalité, puis c'est un mot polysémique qui signifie aussi bien des règlements, hein, bien sûr, qui désigne une administration, qui désigne en anglais le terme elle-même, et sans pluriel, les policiers eux-mêmes. Hein. Et quand on cherche l'étymologie, il faut remonter au grec, hein, bien sûr, et non pas à polis, P-O-L-I-S, c'est-à-dire la ville, hein, en grec, mais à politeia, qui est le gouvernement de la ville. Et là, on découvre que des gens aussi intéressants qu'Aristote et autres ont réfléchi à ce problème, finalement, de réguler la vie en commun, de protéger la société contre le crime. En fait, on peut estimer, hein, et rassurez-vous, je n'en parle pas dans le livre, toute société, un tant soit peu organisée, donc il faut remonter aux villes-États, aux cités-États, oui. Vous savez, assyrienne, Mésopotamie, 3000 ans avant Jésus-Christ, avait éprouvé le besoin de réguler les rapports sociaux, politiques, la vie de la cité, absolument. Dans l'histoire de la police française, vous nous expliquez qu'il y a 3 périodes charnières, hein, qui structurent l'institution. La première, c'est sous le Consulat et l'Empire. Que doit la police française à Napoléon ? Énormément de choses, parce que Napoléon, même comme premier consul seulement, hein, n'imagine pas... Il arrive au pouvoir, son coup d'État, hein, bien sûr, 10 ans après la décennie 1789-1799. Une époque où la France a été en révolution constante, hein, et a connu des époques tragiques comme la Terreur ou autre. C'est une époque où Paris et la population parisienne ont imposé, j'allais dire, leur volonté, leurs humeurs à la France. Et donc, il ne peut pas laisser un domaine pareil sans s'y intéresser. Alors, il a une vision assez claire de la police, hein, et notamment quelque chose qui nous est resté pendant 2 siècles, c'est l'idée que c'est un instrument trop dangereux pour le confier à un seul homme ou à une seule administration. Et donc, son idée, ça va être de créer un instrument, si vous voulez, à 3 claviers. Et ces 3 claviers sont la gendarmerie, qui s'appelle impériale à l'époque, peu importe. Hein. C'est le ministère de la police générale, sur lequel, évidemment, plane l'ombre de Fouché, hein, personnage inquiétant. Et puis, c'est sa création, oui. Hein, la préfecture de police, qui va être en charge uniquement de la police de la capitale, mais qui reste encore
aujourd'hui, quelque part, un État dans l'État, parce que la ville de Paris est trop importante, si vous voulez, pour que... Alors, pour vous donner juste un ordre de grandeur, jusque dans des années relativement récentes, Deuxième Guerre mondiale et tout, la préfecture de police, c'était plus d'effectifs, de budget, j'en parle même pas, que l'ensemble des polices de toute la France. Et quand aujourd'hui un directeur général de la police nationale est nommé, promu préfet de police, c'est-à-dire il dirige toutes les polices de France, on le met à la tête d'une police territoriale, eh bien c'est une promotion, ce qui surprend complètement les étrangers. Autre période charnière, c'est pendant la Troisième République. La Troisième République, c'est la création d'une police républicaine, c'est ça ? Exactement, c'est la tentative, parce que c'est extrêmement compliqué. Quand les républicains arrivent au pouvoir, dans des conditions très difficiles, révolution de 1871 certes, mais c'est surtout la décennie après, ils ne sont pas au pouvoir. La Troisième République, au départ, est gouvernée par des gens qui sont hostiles à la République, qu'ils soient monarchistes ou bonapartistes. Tout est inventé. L'héritage napoléonien, les deux Napoléons, le 1 et le 3, est extrêmement lourd. Et donc, les républicains, Gambetta et les autres, qui arrivent au pouvoir, doivent tout inventer. C'est quoi une police dans une démocratie ? Comment régler ses rapports avec le pouvoir ? En plus, on est dans une démocratie avec des alternances démocratiques. Quels doivent être ces liens avec des gouvernements qui n'arrêtent pas de changer ? Et on est dans une période qui voit naître la CGT, les 1er mai, la crise anarchiste, les attentats, etc. Comment on maintient l'ordre tout en ne s'aliénant pas la population, et ça va être l'énorme défi, si vous voulez, que va relever la Troisième République. Avec ces émeutes qui marquent la mémoire de l'histoire de France et la mémoire de la police, c'est les émeutes de février 1934. Absolument, cette police. Pourquoi ? Parce que... c'est difficile à dire. On a craint, en tout cas, à l'époque, et ce qui est important, c'est ce que les gens pensent. C'est pas forcément la réalité, tout à fait. On a craint que une réunion assez improbable des extrêmes, droite, gauche, dans le climat du scandale de l'affaire Stavisky et des compromissions d'hommes politiques, etc., n'investissent et ne renversent la République, n'investissent le Parlement. Et donc, sur cette place de la Concorde, cette soirée du 6 février, alors que la nuit tombe, c'est bientôt l'hiver et autres, il va se passer des choses terribles, des combats et tout. Et cette police dont on craignait, parce que ce sont des gens d'autorité et tout, cette gendarmerie qui est quand même très particulière, avec une obéissance, sont des militaires et tout, ont quelque part sauvé la République. Ce qui va déchaîner contre eux, d'une part, la haine de la droite et de l'extrême droite, et bizarrement, une sorte de reconnaissance. Le Populaire, qui était le journal de Léon Blum, est très gêné. D'habitude, il tire à boulet rouge sur les flics, et les flics, ce soir-là, ont sauvé la République. Alors, il y a eu des morts, néanmoins. Un bilan très lourd. C'est un bilan très lourd, surtout dans les jours qui suivent, dont on ne parle jamais, 9 février, 12 février, il y a d'autres dans les banlieues il y a d'autres jours des émeutes. Vous parlez aussi, donc, autre moment clé dans la police, c'est le gouvernement de Vichy. Vous en parlez comme un moment essentiel de l'histoire de la police dans l'organisation justement de la police. La police sous le gouvernement de Vichy, c'est aussi les rafles au service des nazis, le Veldiv. Est-ce qu'on sait tout de cette période où il y a encore des zones d'ombre ? Non, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de zones d'ombre. Les archives sont grandes ouvertes et on se rend compte que la situation est loin d'être caricaturale, comme on le dit souvent. Alors, pour faire clair, le gouvernement de Vichy, enfin l'État français, j'ai rien contre les Auvergnats, mais on gagne du temps en disant Vichy, est porteur d'un projet idéologique qui s'appelle la Révolution nationale, et cette Révolution nationale qui a des traits communs avec les propos et les projets nazis, bien sûr, elle est fondée sur l'exclusion. Et l'exclusion de ce qu'on appelle, parce que la pensée maurassienne, Charles Maurras, domine les gens de Vichy et a une grosse influence, c'est ce qu'on appelle l'anti-France. Alors l'anti-France, c'est quoi ? C'est qui ? Ce sont par exemple les francs-maçons, bien sûr, ce sont les étrangers, ce sont
les juifs. Et donc, et puis on pourra ajouter les communistes, socialistes, etc. Et donc tous ces gens vont à des degrés divers être exclus de la société. Et qui dit exclusion, bien sûr, dit multiplication des délits. Parce que vous êtes toujours en contradiction avec la loi, puisque la loi a changé. Alors les policiers qui sont comme les gendarmes, des serviteurs de la loi, sont trouvés à obéir à des lois et à des ordres qui les choquaient profondément, parce que la plupart d'entre eux sont des policiers de la Troisième République. Et on fait quoi, c'est pas un coup d'État. Pétain arrive au pouvoir le 10 juillet avec un vote massif des députés, dont ceux du Front populaire, et donc à quelques exceptions près. Et donc, si vous voulez, ils se sont trouvés enfermés dans... Or, Vichy, politique d'exclusion, dit répression, et qui dit répression, dit police. Et la police dont a hérité le gouvernement de l'État français ne lui convient pas. Elle est municipale, ce que les gens ont oublié. Ce sont les maires, les chefs des polices. Il y a une police différente par ville. Ils n'ont pas le même uniforme, ils n'ont pas les mêmes effectifs, et ils sont payés et recrutés par la municipalité. Donc Vichy va étatiser la police. Oui. Quand vous demandez à des gens qui doit diriger la police, vous savez, c'est comme l'éducation nationale, c'est comme la justice, les prisons. Les gens vous répondent comme si ça allait de soi. L'État, bien sûr. Eh bien, ça n'allait pas du tout de soi. D'ailleurs, ça ne l'est un peu moins maintenant, parce que la police était municipale. Et donc, ça joue un rôle terriblement important dans l'histoire de la police, cette étatisation. Je ne parle même pas des missions, des dérives des missions, des méthodes qui sont dramatiques, bien sûr, mais sur le plan de l'organisation, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogiez, c'est un changement énorme. Il n'y a qu'une police qui échappe à l'étatisation, c'est la préfecture de police. La préfecture de police, comme toujours. Vous revenez donc, comme on vient de l'évoquer, sur des périodes d'histoire. L'histoire de la police, c'est aussi des progrès scientifiques. Les deux grands progrès, c'est quoi? Les empreintes digitales et puis à l'autre bout du spectre, l'ADN, c'est ça, vous diriez? Absolument, c'est ce que l'on appelle la police technique et scientifique. Elle est plus technique que scientifique, mais elle le devient, et c'est une véritable révolution, vous imaginez. Jusqu'alors, c'est le problème de l'identité qui est au centre de tout. Et c'est une préoccupation pas seulement dans le domaine criminel, mais dans le domaine philosophique et tout. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Pourquoi sommes-nous? Et le pionnier en la matière, il n'est pas tout seul, mais en France, c'est lui qu'on célèbre parce qu'il est français. C'est Alphonse Bertillon, bien sûr, qui invente un système d'anthropométrie qui est fondé sur les mesures du squelette osseux. Vous imaginez, comme dira un de ses critiques avec beaucoup d'humour, il arrive qu'un criminel laisse sur place des empreintes, etc., mais jamais ces mesures osseuses. Alors, beaucoup de sujets aussi dans ces 300 notices, et notamment la police des mots, parce que la police, c'est aussi des mots, c'est du jargon. Ça se transmet de génération en génération, et quels sont vos mots préférés du jargon policier? Je pense à, je ne sais pas si c'est encore court, le panier à salade, pour le camion qui embarquait, entre guillemets, des personnes. Ça peut être... C'est tout un langage imagé qui doit beaucoup à l'argot des ennemis de la police, je veux dire leurs clients, comme on dit dans l'argot policier, c'est-à-dire les délinquants, etc. Et puis... Schmitt, par exemple, c'est un surnom des policiers. Mais exactement, et je me suis passionné pour essayer de chercher, de comprendre l'origine et l'étymologie. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est des expressions qu'on n'utilise plus beaucoup, mais vous savez, il y a une chanson anarchiste de l'époque qui parle de Monsieur le Bon, c'est faire bon un délinquant ou un criminel, c'est-à-dire en fait le pincer, si j'ose dire, en flagrant délit, en délit flagrant, et il ne peut plus se défendre ni rien, et il a plus pour passer des gens en délit flagrant, vous imaginez tout le travail en amont, bien avant, pour essayer de les prendre sur le fait. La police, c'est aussi des représentations au cinéma ou à la télévision. Quel est votre policier préféré à vous, Jean-Marc Berlière? Mon policier préféré, c'est difficile, mais en tout cas, le préféré des Français pendant des décennies. C'était Navarro, non? C'était Maigret. Maigret?
Vous vous rendez compte, qui a servi de modèle presque dans le monde entier pendant 50 ans. Simenon, c'est plus de 100 romans. Un personnage créé par Georges Simenon, à partir de policiers réels. Simenon était fait diversier, comme on disait dans la presse à l'époque, et il était quai des Orfèvres, et il était en bas de l'escalier, et il voyait les choses passer. Il s'est lié d'amitié avec un certain nombre de policiers, et qui lui ont fourni des tas d'exemples et la matière de ses romans. Et puis après, bien sûr, vous avez raison, les choses ont évolué. Vous parliez de la télévision, vous imaginez la différence entre un personnage comme Bourrel, avec son chapeau et tout, sa moustache et son imperméable, et puis Navarro, par exemple. Merci Jean-Marc Bellière. Tous ces notices, ces histoires, ce jargon, dans le dictionnaire historique de la police, c'est aux éditions Perrin. Merci d'avoir été avec nous. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouvez Timothée Delem à la présentation de l'émission.